Bonjour à tous, nous sommes mercredi 29 janvier 2020, presque la fin du premier mois de cette année qui a commencé. Bienvenue sur Canal 3 à Bénin pour vous informer. Le rendez-vous donc de l'actualité pour faire le point de la mi-journée. Retenez déjà pour les titres qu'on vous emmène tout de suite à Godomé, précisément au quartier d'Ekongbe, avec des images pas vraiment plaisantes, qu'il ne vous vienne pas à l'idée de jeter un coup d'œil dans les canalisations d'assainissement. Pourriture et puanteur vous accueillent et vous en prendrez pour votre grade et pour votre tranquillité morale et psychologique. Les populations ont contribué à cette insalubrité, nous dira notre reporter Ali Momoni. Dans ce 13h aussi, nous découvrons une activité, elle paraît banale, mais Clément Achadi a enquêté. Beaucoup de millions circulent dans le commerce des objets recyclés ou de second usage importés de la France. Ustensiles de cuisine, matelas, appareils électroménagers de toutes sortes, de toutes marques. Vous n'avez pas peut-être les moyens du neuf. Notre reporter vous conseille quelques boutiques à faire. Instant shopping, tout à l'heure. Et puis l'association Novitia projette déjà l'édition 2021 de la fête annuelle de retrouvailles des peuples Kula et Huila. Cela fera 100 ans l'année prochaine donc que la fête et l'association existent. Et les membres veulent faire les choses en grand. Ils ont commencé par prendre déjà les attaches. Comme vous le verrez dans cette édition d'information où le comité mis sur pied à ce sujet a remis les fruits de ses réflexions il y a quelques heures. Merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer en cette mi-journée. Ce qui vient tout de suite, ce sont des images. Ce sont des images pas très plaisantes, mais on vous les propose quand même. L'horreur dans les caniveaux de Dekongbe, un quartier plein de vie de l'arrondissement de Godomé. Les constructions d'assainissement ont un autre rôle carrément là-bas. Quelques difficultés, vous avez pu le remarquer. Elle ne sert plus à drainer les eaux, mais à recueillir toutes sortes de déchets et d'ordures, parfois même ménagers, qui ont fini par boucher les canalisations. Il faut ajouter à ce beau tableau entre griffes l'odeur fétide qui se dégage de ces lieux de pourriture extrême laissés à ciel ouvert. Danger permanent pour les différents usagers de la route. Piétons, cyclistes, automobilistes et motocyclistes, tout le monde y passe. Ali Moumouni a fait très attention justement à là où il pose les pieds pour pouvoir nous faire ce reportage que je vous propose. Des caniveaux à ciel ouvert, un véritable piège pour hommes. À ce décor dangereux s'ajoutent les détritus de tout genre, combinés aux eaux usées et stagnantes. Bienvenue à Dekongbe, l'un des quartiers phares de l'arrondissement de Godomé. Ici, l'insalubrité règne en maître. Les gens tombent régulièrement dans les caniveaux. Nous sommes tout le temps envahis par des mouches et des moustiques. Des odeurs suffocantes drainent tout le temps des mouches dans nos ateliers. Nous n'arrivons même plus à bien respirer. Les enfants tombent dans les caniveaux. Il faut que les autorités procèdent à leur réfection parce qu'ils génèrent beaucoup de moustiques. On a beau parler. On a demandé même à la mairie partout de venir voir. L'eau ne coule même pas. Lorsqu'il pleut là, c'est fini. Tous les vents, toutes les maisons sont inondées. On ne comprend pas. Si pour les uns, cette situation est la conséquence de l'incivisme des populations elles-mêmes, pour d'autres, par contre, la grande responsabilité incombe à la mairie d'Abomey-Calavi qui non seulement a laissé les caniveaux ouverts, mais peine également à les curer régulièrement. Les gens viennent déverser les ordures dans les caniveaux nuitamment. Si nous les fermons, ils viennent aussitôt les ouvrir. Le caniveau étant à ciel ouvert à plein temps, les passagers ont l'habitude d'y jeter des déchets, ce qui génère des mouches indésirables. L'incivisme aussi est dedans, les ordures, ils versent dedans, on a tout dit, on sensibilise. Tout de suite, quand tu tournes d'eau, tout de suite, il met encore l'eau, il met encore des ordures dedans. Les caniveaux sont aussi ouverts, qu'est-ce qu'on peut faire? Si c'est au moins fermé, ce serait bon. Interpellés, les autorités communales avouent leur impuissance face à l'incivisme des populations. Mais elles rassurent quant à leur mission de curage des caniveaux. C'est une opération que nous faisons au moins 2 fois là. Une fois avant la saison des pluies, juste avant le démarrage de la saison des pluies, et après
puisque nous avons 2 grandes saisons, nous en faisons encore une avant la petite saison. Actuellement, les dispositions sont en train d'être prises pour enclencher, à partir du mois de février, le curage des caniveaux. Mais entre-temps, entre 2 curages, si les populations sortent de un citoyen dont la maison est à côté d'un caniveau, sort de sa maison et vient déverser des ordures dedans, vient déverser des eaux usées dedans, vous voyez le problème que cela pose. Le seul moyen que la mairie a aujourd'hui, c'est de pouvoir sensibiliser la population. Parce que c'est de l'incivisme. Aujourd'hui, c'est des biens publics. Et les biens publics, ça nous appartient à nous tous. Nous devons tout faire pour que des milliers de francs qui ont été investis pour pouvoir construire ces trucs-là, nous devons tout faire quand même pour les garder en état, pour que de façon pérenne, nous puissions l'utiliser. Entre plainte et indignation, les populations ne savent plus à quel sein se vouer. Certains riverains préfèrent prendre leur destin en main pour nettoyer leurs devantures afin de réduire les nids de moustiques et l'odeur suffocante qui envahit leur maison. J'ai beaucoup dépensé dans le but de trouver une solution à ces caniveaux. 30 minutes avant votre arrivée, j'ai encore remis de l'argent à un proche pour qu'il m'achète de quoi les fermer. On a du mal à respirer à cause des odeurs nauséabondes qu'ils dégagent. Ces actions éparses sont devenues monnaie courante à Dekungbe. Mais pour la plupart des riverains, l'on continue d'espérer la prompte réaction de la mairie pour corriger l'image de ces caniveaux devenus de véritables réceptacles d'ordures de tout genre. Voilà, pour ce qui est du constat donc à Dekungbe, un quartier de l'arrondissement de Godomè, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Les spécialistes de l'élaboration de la cartographie des risques apprennent un peu plus de leur métier. Ils sont en atelier de recyclage depuis lundi à Cotonou pour se mettre au pas d'une réforme du gouvernement qui a possible première et d'expérimentation les ministères de la Santé et de l'Agriculture. Narcisse Alossé. Face à la vulnérabilité des institutions de contrôle, l'État sort le grand jeu avec la mobilisation des managers et inspecteurs des ministères pour le renforcement de la culture de redevabilité. Et ceux qui sont ici à l'école de l'inspection générale des finances pour mieux cerner l'exercice d'élaboration des risques viennent des ministères de l'agriculture et de la santé. Il n'y a pas de qualité sans la maîtrise des risques. Et dans le secteur de la santé, la qualité est le maître mot. Qualité parce que nous avons affaire à des vies humaines. Et il n'y a pas non plus de maîtrise des risques sans ressources humaines bien formées. Cela permettra forcément de pouvoir rationaliser l'utilisation des ressources. Parce que chaque ressource bien utilisée va permettre de sauver des vies humaines. Sauver des vies humaines tout en contribuant à la performance dans la délivrance des services publics. C'est en même temps le déficit en ressources humaines de qualité qui sera comblé au sein des organes d'audit de l'État. C'est un privilège pour nous d'avoir été ciblés. Ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, pour être les pionniers de cette approche de gestion avec l'orthodoxie. Tout ce qu'on nous demande, c'est de faire les choses comme ça doit se faire. Je voudrais simplement vous demander non seulement d'être les pionniers, mais d'être désormais les formateurs des autres secteurs, car vous aurez le privilège de maîtriser l'outil ici, les premiers, et de pouvoir vous en servir. Mais avant ces aptitudes de formateurs, ces hommes et femmes vont suivre 5 jours durant des cours théoriques et pratiques en la matière. Une première mission d'assistance technique dédiée à l'élaboration de la cartographie des risques qui permet la rationalisation des contrôles, écartant du coup des contrôles inutiles ou redondants. En somme, sécuriser les deniers publics. Il faut avoir au moins 5 ans pour entamer les cours d'initiation à l'école au Bénin. La loi est claire là-dessus, mais certains parents veulent aller très vite et face aussi à la précocité de certains enfants, les étapes de la maternelle pour l'éveil et la stimulation de l'enfant sont brûlées. Conséquence, l'enfant propulsé ne suit plus toujours, en tout cas, pas le rythme des cours et c'est l'enseignant qui le paie cash sur son temps de travail. Je ne vous parle pas des inconvénients sur la vie de l'enfant lui-même qui, maintenant ou plus tard, en tout cas, en récolte pour son grade. Un reportage, Belge de Radio. Jean Quirin, âgé de 4 ans, évolue en tant qu'auditeur libre en cours d'initiation à l'école Le Bon Berger de Godomè. À cet âge, sa place est en principe à la maternelle. Tout comme les parents de Jean Quirin, la majorité des Béninois ignorent l'importance de l'éducation préscolaire. Une attitude
qui n'est pas sans conséquence pour l'apprenant. Quand ils viennent, on leur dit vraiment que l'enfant doit avoir au moins 5 ans révolus avant de commencer le CI. Sinon, déjà en janvier, lorsque nous commençons la mathématique vraiment dite là, ils n'arrivent pas à supporter. Vous voyez? Maintenant, on leur dit cela, les inconvénients qu'il y a de cela pour toute une année scolaire. Inconvénient en classe pour un maître qui doit constamment ralentir le rythme de travail pour permettre à toute la classe d'être au même niveau d'information. Inconvénient également pour le développement psychomoteur de l'enfant. C'est sur le long terme que les conséquences pourraient s'avérer désastreuses. Dans notre système, on remarque que beaucoup apprennent, on fait apprendre beaucoup de choses aux enfants, ce qui ne devrait pas être le cas. L'enfant apprend à travers, l'enfant s'amuse en fait, quelque sorte. Mais en s'amusant, il apprend. C'est ça en fait. Donc le fait de se mettre en tête que c'est pour se débarrasser de l'enfant, c'est une mauvaise perception. C'est une mauvaise perception. La préscolarisation essaie de préparer l'enfant à démarrer le primaire avec beaucoup plus de facilité et avec des chances de réussite. Des points positifs de la préscolarisation dont le parent pourra mesurer lui-même l'impact une fois qu'il est allé accueillir son enfant à la sortie de l'école. Certains parents ne manquent pas de vérifier. Arrivé à la maison, les enfants chantent. Ils nous montrent ce qu'ils ont appris à l'école. Les pato, hein? À la maison, avant, elle n'a jamais chanté ça. Maintenant, elle chante, elle fait des poésies. Il a été dit que tout se joue avant 6 ans. Quand on dit tout se joue avant 6 ans, c'est-à-dire le développement global, holistique de l'enfant qui vient à la maternelle sur le plan social, sur le plan du développement cognitif, c'est-à-dire au niveau de l'intelligence, la pédagogie par le jeu. Donc l'enfant qui vient, il se socialise, il développe l'affectivité, il développe beaucoup de compétences. La chorégraphie, le jeu accompagné d'un programme exceptionnellement dédié à l'éducation de la petite enfance. Objectif, créer pour l'apprenant une ambiance mixte maison-apprentissage. Au bout de quelques mois de pratique, le résultat est palpable. Voici le corps humain. Le corps humain, 3 parties. La tête, la tête, le tronc, le tronc et les 4 membres. Une animatrice qui s'occupe de l'enseignement proprement dit. Une assistante chargée d'être aux petits soins et de répondre aux besoins physiologiques de l'enfant. Un espace ludique fourni, régulièrement aménagé et renouvelé. C'est ainsi que devrait se présenter le personnel enseignant et le mobilier dans les écoles maternelles. Seul le privé tient pour le moment les promesses d'une éducation complète envers une génération en grande partie sacrifiée, soit par ignorance des géniteurs, soit par manque de moyens financiers. Et c'est peut-être l'ordre d'enseignement à réhabiliter pour qu'enfin l'école devienne une chaîne à succès. Pour atteindre cet objectif, il faut tout faire, il faut tout mettre en œuvre pour que les enfants soient bien encadrés, que les parents acceptent que l'enfant ou bien leurs enfants prennent ces bases-là avant d'aller au cours primaire. Selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, seulement 15% des parents choisissent d'envoyer leurs enfants à l'école maternelle. Ce chiffre en augmentation, le système éducatif le doit à l'avènement des écoles privées qui, pour remplir les classes de CI, n'avaient eu d'autre choix que de créer la section des tout-petits. Rien de mercantile là-dedans, nous ont confié les promoteurs, si ce n'est que pour faire le bonheur de l'éducation nationale dans un sous-secteur où l'État a choisi de n'être comptable de rien en ne rendant pas obligatoire l'éducation pré-primaire. Et que ne ferait-on pas justement pour les jeunes enfants? Nous restons toujours dans le monde éducatif et pour une question maintenant. Quel lien peut-on faire entre alphabétisation et formation professionnelle? C'est à cela que réfléchissent depuis hier les membres du réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales. Démarche importante quand on sait qu'au Bénin, 56% de la population béninoise ne sait ni lire ni écrire dans une langue. Reportage. Les réflexions se mènent ici à l'Infosec de Cotonou
sur le lien alphabétisation et formation professionnelle au Bénin. C'est le RENOPAL, le réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales, qui en a fait une préoccupation de haute importance. Les partenaires et personnes ressources invitées à l'atelier en question se penchent sur les statistiques quelque peu alarmantes pour proposer une politique visant à renverser la tendance. 56% de la population béninoise ne savent ni lire ni écrire dans une langue, de même que 61% des actifs économiques du pays, et la contribution de l'artisanat au PIB est de 11%. Il s'agira de nous poser quelques questions. Quel est le contour du lien alpha formation professionnelle? Quelle est la meilleure approche de réaliser ce lien? Quelle approche la plus indiquée? Et s'agit-il d'alphabétiser ou de cibler uniquement les artisans? Comment y prendre? Ce sont autant de questions majeures qui nécessitent des réponses des sachants que vous êtes. Cet atelier a tout son sens et mérite toute sa place dans le contexte actuel qui est le nôtre. Il a déjà posé les bonnes questions et ces bonnes questions méritent des réponses pertinentes. Vous êtes conviés à réfléchir et à donner ces réponses. Je voudrais dire, nous sommes conviés à réfléchir et à donner ces réponses pertinentes. Sur ce, je voudrais souhaiter plein succès à nos travaux et je vous félicite une fois encore pour avoir répondu présent à l'appel du RENOPAL. Le temps ne sera pas consacré à la guerre des chiffres. Les participants entendent réfléchir sur l'approche qui permettra de renforcer les acquis de la formation professionnelle à travers l'artisanat. Les travaux vont durer 24 heures et seront faits de communication sur des thématiques variées. Parlons affaires maintenant. Vous connaissez déjà le commerce des véhicules de deuxième usage venus d'ailleurs, dit communément venus de France et qui a rendu prospère plus d'un dans le secteur. Mais ça, c'est une autre histoire d'une autre époque, on dirait même d'une vieille époque. Voici maintenant le secteur des venues de France tout court. Au fait, il s'agit d'une activité de commercialisation de matériel de toutes sortes, importé d'ailleurs pour un deuxième, troisième, voire même un quatrième usage. Et tout est concerné, des appareils électroménagers, des ustensiles de cuisine, vieux matelas, rideaux, vélos, tout y passe. Et comme avec les véhicules, c'est aussi beaucoup de millions qui circulent dans cette affaire. Nous a soufflé Clément Achadé, qui est descendu faire les boutiques. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour le neuf, c'est le moment plus que jamais de prendre quelques adresses. Voici le tour de ville. Dans ce marché de fortune, de nombreux articles exposés ici et qui attendent de potentiels consommateurs. Cet univers de produits importés de l'Europe, communément appelé venus de France, laisse découvrir les ustensiles de cuisine, des tapis, des casseroles, des postes téléviseurs, mais aussi des ordinateurs et des produits électroménagers. Il s'agit d'une petite activité économique qui passionne de nombreux jeunes ayant décidé d'entreprendre une activité génératrice de revenus. D'essayer l'extérieur, c'est-à-dire les artères de Cotonou. Au port, ça n'allait pas parce que l'accès au port était un peu difficile. Les clients se déploient et on a essayé de se rapprocher d'eux pour savoir ce qui ne va pas. Et beaucoup nous ont dit si on pouvait faire sortir ces trucs-là au dehors, et ça allait marcher. Une complicité avec la clientèle qui permet aux petits commerçants de faire leur business sans anicroche. Sur les différents points de vente, les prix varient en fonction des articles avec la possibilité pour les bourses moyennes de faire les achats. Ah oui, le LED pour 32, 70 000, comment on a 40 000, comment on appelle les 40 pouces, 100 000. Aussi, comment on a 50 pouces aussi, 150 000. Et comment on appelle les 85% des produits, si vous allez trouver, ça marche. Oui, certains ça cassé, c'est ça, mais quelqu'un il va vérifier avant de prendre. Bon, ça là que vous voyez, ça veut dire, c'est des trucs que nous achetons, nous venons mettre ici. Comme vous êtes, est-ce que vous avez vu, regardez dedans, vous avez vu des clients? Il n'y a pas de clients. Et ça, c'est pour aussi sauver
nos frères béninois qui n'arrivent pas à voyager, qui ont besoin des trucs de qualité. Aux côtés de ces grossistes existent des revendeurs qui viennent s'approvisionner pour desservir l'intérieur du pays. Vous voyez maintenant, je viens d'arriver ce matin pour faire des achats pour aller s'installer dans ma boutique. Donc, vraiment, je peux dire que ça nourrit beaucoup. Parce que ça nous aide beaucoup, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez de moyens pour venir, pour aller à la boutique, pour faire leurs achats. Donc, ils profitent pour venir ici, chez Baba. Bon, j'ai fait ce business maintenant, ça fait au moins 12 ans comme ça. Moi, j'ai commencé avec ça au moins 150 ou 170 000 comme ça. Donc maintenant, présentement, alhamdulillah, je me débrouille beaucoup. Au moins aujourd'hui, j'ai la force au moins quelque chose d'1 million comme ça. Au-delà de l'emploi que ce commerce lié à l'importation génère, certains pensent que sa rentabilité est évidente, même si d'autres apportent des nuances. Je peux dire que c'est un secteur un peu rentable, d'autant plus que moi-même qui vous parle, j'ai le master en sociologie, mais outre que ça, il n'y a rien à faire dans le pays. Je me suis lancé là-dedans avec des frères. Et aujourd'hui, je rends grâce. Je suis en train de faire 9 ans d'expérience là-dedans. On ne peut que s'accrocher. On ne peut que s'accrocher. Parce que je suis manager en marketing, donc c'est ce que je sais faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, et avec ça aussi, ça nous permet aussi d'aider nos frères qui ont quitté les études et qui n'ont rien à faire ensemble. Donc nous travaillons et on s'entraide comme ça un peu. Malgré les flux commerciaux, l'activité a enregistré une terrible baisse ces dernières années. Une baisse qui s'explique par les difficultés que rencontre la commercialisation des produits importés. Avec un capital de 20 000, 50 000, tout jeune peut le faire. Hein. Et du jour au lendemain, il va compter 300 000, 500 000. Bon, je ne veux pas faire sortir les secrets. Donc par rapport au chiffre d'affaires, je peux dire que c'est pas forcément une baisse. Je peux dire que ça n'évolue pas, c'est toujours la même chose. Oui, parfois tu vas te revendre une télé, parfois 2 télés, parfois 3 télés. Mais c'est un peu c'est lent. Maintenant là, c'est lent. Je veux dire, les marchandises sont là, les gens, ils veulent bien acheter. Mais il n'y a pas de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Et tout est coincé. Mais on sait qu'il y a des trucs que le gouvernement fait pour le pays. Ce qui est sûr, ça va décoincer un beau jour. Pour intégrer le secteur, un petit capital suffit selon les commerçants. En dehors des difficultés liées au coût et la montée des prix d'achat, les jeunes opérateurs économiques font face aux droits de douane et des exigences fiscales. Ce que je suis en train de voir, on ne comprend pas impôts et puis douane, pour les taxes de douane pour enlever un conteneur 2 500 000 que nous remettons aux transitaires. Il y a aussi les frais de douanement, des petits frais quand on sort aussi. Nous ne sommes pas dans l'informel. Nous ne sommes pas dans l'informel parce que nous travaillons en équipe avec la douane, la mairie et les consommateurs, si j'ose le dire. Pour profiter de ce secteur qui ouvre des portes d'entreprise aux jeunes, les revendeurs demandent le soutien de l'État central aux fins de trouver des solutions durables pour rendre dynamique cette activité commerciale. À défaut de la défiscaliser, il faut réduire le coût. C'est l'ultime vœu des commerçants devenus de France. Voilà, merci à Clément Tchadé. Le Lions Club international de la zone Afrique réfléchit depuis le lundi dernier à Cotonou à comment mettre en place des organes consultatifs pour aboutir à la construction de la maison des lignons au Bénin. Il y a une réunion qui a été convoquée à cet effet, à laquelle participent tous les leaders de l'association. D'ailleurs, ils ont fait un tour rapide sur le site devant accueillir l'infrastructure. Teddy Goudalo et Béchédor Radio. Voici l'espace qui va très bientôt abriter le siège des membres du Lions Club international de la zone Afrique. Et c'est un prélude à la concrétisation du projet que les leaders africains de ce regroupement se retrouvent à Cotonou afin de réfléchir et de mettre sur pied les organes consultatifs devant conduire le processus. Le Bénin a été retenu comme étant le pays devant abriter désormais le siège des Lions d'Afrique. C'est ainsi que tous les leaders africains, nous avons convenu de nous retrouver ici pour réfléchir ensemble comment mettre en place les bases, les structures qui devraient nous permettre d'être bien organisés
et d'assurer un bon fonctionnement. Nous avons lutté depuis plusieurs années pour que l'Afrique soit représentée au conseil d'administration. Parce que si on n'a pas une ère constitutionnelle, nous ne pouvons pas nous asseoir au conseil d'administration pour parler de l'Afrique. Nous étions dans une autre ère où on était minoritaire, donc c'était eux qui étaient toujours là, qui ne parlaient que de leurs problèmes. Alors cette fois-ci, nous avons fait l'effort et nous sommes devenus une ère constitutionnelle. La rencontre des Lions d'Afrique va donc aboutir à la mise en place de plusieurs commissions. Leur rôle ont trait à la finance, la législation, le secrétariat, la trésorerie et bien d'autres domaines. Au niveau du comité des textes et des règlements, nous devons prévoir des statuts qui vont régir les Lions d'Afrique. Nous sommes aujourd'hui une ère constitutionnelle, mais il nous faut nous assurer des statuts, d'un règlement intérieur, comment est-ce que le chairman, le président du comité des Lions d'Afrique sera élu, comment est-ce que nous allons élire prochainement nos directeurs internationaux, voire désigner nos gouverneurs, nos présidents du conseil. C'est à nous de prendre en charge notre devenir. Étant tous membres d'une même association, il y a une coordination qui se fait. Donc les Lions d'Afrique seront plus écoutés et pourront travailler de façon plus autonome, mais en étant toujours dans le canevas tracé par notre association internationale. L'Afrique étant en pleine évolution, le Lions Club International a donc décidé de permettre au continent de désigner en son sein les différents responsables chargés de son implantation formelle et physique. Pour rappel, la pose de première pierre pour la construction de la Maison des Lions d'Afrique a été effective en avril 2019 et déjà, les signaux sont ouverts pour la réalisation du projet. Le Bénin accueille du 1er au 29 février 2020 le mois de l'histoire des Noirs. C'est un événement institutionnalisé au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. C'est une première au Bénin et pour laquelle plus de 500 participants du Bénin et de la diaspora sont attendus. Les organisateurs en ont dit un peu plus ici à Ulrich Gaba. Le mois de l'histoire des Noirs est né donc aux États-Unis en 1970, a été officialisé par le gouvernement en 1976. Ensuite, ça a traversé les frontières pour aller donc au Royaume-Uni. En 1987, ça a été déclaré officiellement. Ensuite, c'est retourné en Amérique, mais cette fois en Amérique du Nord, au Canada, pour que ça puisse être déclaré en 1995 officiellement. L'afrodescendante que je suis, originaire de la Guadeloupe, est loin de maîtriser effectivement toute la richesse identitaire de l'Afrique et vice-versa. Donc ne pas nous connaître nous-mêmes, ça crée des frustrations. Donc c'est bien sympathique de dire aux Caucasiens, de dire aux Québécois, de dire aux Français, enfin bref aux Américains dans leur ensemble qu'il faut connaître l'histoire des Noirs, etc. Si nous-mêmes ne connaissons pas notre histoire, comment peut-on demander le respect aux autres? C'est tout le mois de l'histoire des Noirs, c'est du 1er au 29. C'est une richesse à la fois identitaire, culturelle, mais économique. Nous attendons massivement la population béninoise le 1er février, donc samedi qui arrive là, à l'embarcadère d'Abomey-Calavi, où cette inauguration qui commence à partir de 10h, il y aura un spectacle, mais pas un spectacle, c'est vraiment un spectacle identitaire. Mais il y aura des chants des enfants, des chants poignants, il y aura des discours poignants de personnalités et des gens qu'on ne soupçonne pas au Bénin. Et la dernière activité très importante pour nous, c'est le 29, la clôture du mois de l'histoire des Noirs qui accueille la 2e édition du concours international Femmes Noires Inspirantes. La première édition a eu lieu l'année dernière où le Bénin était à l'honneur. Ça s'est passé donc au Canada où ça a eu un succès fou. On a une 20aine de candidates. Bien sûr, il y en a plusieurs qui sont du Bénin parce que c'est le pays hôte qui reçoit. Donc forcément, il y a plus de candidatures là. C'est pour honorer, valoriser les femmes, les promouvoir, les femmes noires dans le monde qui impactent positivement leur communauté. Et donc on a une 20aine de finalistes et on verra quelles sont les 10 lauréates qui seront amenées pour cette année 2020 à poursuivre leur œuvre dans le monde et on va les accompagner. J'invite les Béninoises, les Béninois, les Africains, les Afrodescendants à participer du 1er au 29 février pour la première fois de l'histoire au mois de l'histoire des Noirs, 50 ans après
les États-Unis. On ne va pas parler que de l'esclavage, on va parler de nous, on va parler du vaudou, on va parler de l'identité, de la richesse, des rois, enfin bref, des royaumes. On va parler effectivement de ce qui fait l'essence du Bénin. Vous êtes une fierté, nous sommes ensemble une fierté, et les afrodescendants que nous sommes, venant de la Caraïbe, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique tout court, et même de l'Europe, nous avons envie de partager avec vous et de construire le Bénin et de consolider ensemble l'Afrique. Voilà donc pour cette information. L'année prochaine, l'association Novicha aura 100 ans. Et un centenaire, ça se célèbre avec éclat, avec de bonnes préparations qui ont d'ailleurs commencé avec la mise sur pied d'un comité de circonstances pour réfléchir à la question. Depuis octobre qu'il a été installé, il a travaillé et produit des idées contenues dans un rapport qu'il a remis officiellement au président du bureau exécutif fédéral de l'association qu'il a mandaté. Ils ont surtout suggéré dans le document de mettre un accent sur la relance de l'association Novicha et la réhabilitation économique de la communauté Hula et Huela. Geoffroy Vincent et Florent Dou. J'ai l'insigne honneur et le bonheur de remettre à notre président le produit de nos travaux. Mission accomplie dans les délais et avec brio par les membres du comité ad hoc de réflexion pour le centenaire de Novicha en 2021. Le rapport de leurs travaux est ici remis officiellement au président du bureau exécutif fédéral de l'association Novicha par le président du comité. Le rapport est le fruit de 3 mois de réflexion. Les auteurs sont partis de l'hypothèse de base que la superstructure est toujours tributaire de l'infrastructure et qu'il faut créer les conditions matérielles indispensables pour la pérennité de l'association. Nous avons travaillé sur 3 axes que nous avons dénommés les objectifs spécifiques. L'objectif spécifique numéro 1 a traité de l'organisation proprement dite du centenaire en introduisant des innovations nécessaires pour redynamiser l'association. L'objectif spécifique numéro 2 est celui qui est axé sur le cadre économique que nous avons dénommé relance économique de l'ère Novicha et pérennité de l'association. Il comporte 10 éléments. C'est un peu notre discours-programme pour Novicha. L'objectif spécifique numéro 3 est celui qui assurera à Grand Popo et à sa région la visibilité et la permanence, et à Grand Popo, la permanence d'une ville heureuse qui aura cessé d'être le fantôme d'elle-même. La profession de foi qui se lie à travers le contenu de ce rapport est qu'avec un cadre économique rénové et dynamique, les communautés Hula et Huila assisteront à un retour massif de leurs fils et filles partis dans les contrées voisins et lointains pour leur subsistance. J'y ai trouvé en bonne place la mention de la vision du centenaire de Novicha. Je cite: Novicha dans toutes les consciences pour la promotion des communautés Hula et Huila. J'ai également noté les principales orientations, à savoir, d'une part, le renforcement de la vision des pères fondateurs de Novicha, et d'autre part, la pérennisation de l'association Novicha. J'ai aussi découvert avec satisfaction, et ce, à la faveur du génie et de l'intelligence de ses rédacteurs, une série d'actions et d'innovations à mener. Le comité ad hoc de réflexion pour le centenaire de Novicha en 2021 fut institué le 20 septembre 2019 et installé officiellement le 5 octobre 2019. Après les différents amendements, son rapport a été validé par la plénière. L'exploitation méthodique et judicieuse ainsi que la mise en œuvre diligente de ces recommandations nous permettront, j'en suis fortement convaincu, de réussir la préparation, l'organisation et le déroulement sans faille des manifestations commémoratives du centenaire de Novicha. Puis, d'amorcer résolument la voie de la survie de l'association et celle de l'amélioration des conditions
de vie de nos communautés. Cette cérémonie a été couplée avec la séance traditionnelle de présentation de vœux de Nouvel An. Elle ouvre la voie à la 99e édition de Novicha qui aura lieu le 31 mai prochain. L'association Novicha est une organisation apolitique et non confessionnelle. On va dire merci beaucoup à Geoffroy Mensan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi cette édition. Et très rapidement, cette information avant de vous quitter, elle n'est pas bonne. Il n'y a que le roi Gandjenia Woyo Gbagidi XIV n'est plus le roi de Savalo. Il a été intronisé, faut-il le rappeler, en 2015. Il aura fait un peu moins de 5 ans sur le trône. Il aura succédé, si on se le rappelle très bien, à Toso Gbagidi XIII, l'autre roi qui l'a précédé sur ce trône-là. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir suivi donc ce journal. La mi-journée sur Canal 3 à Bénin, on va se donner rendez-vous certainement la semaine prochaine à partir de 13h, notamment le lundi, pour une autre édition avec moi à la présentation. Pour les rendez-vous d'information, la journée, 16h déjà pour le bulletin. À 19h30, vous avez donc le rendez-vous de l'information vespérale et à 22h30, la dernière édition, celle de la nuit. Vous passez une bonne journée.